partager avec vous donc la présentation pour l'introduction de ce webinaire. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, ce webinaire est organisé conjointement par deux commissions de l'Union des supérieurs généraux et des supérieurs générales des congrégations religieuses. Il s'agit de la Commission Justice, Paix et Intégrité de la Création et de la Commission du dialogue interreligieux. L'expérience de la COP26 est très intéressante sous les deux angles, c'est-à-dire du point de vue de la justice et paix et du dialogue interreligieux. Car l'écologie intégrale et le dialogue sont étroitement liés. En raison de cet intérêt commun, les deux commissions ont décidé de co-organiser cet événement. Le but de ce webinaire est de sensibiliser au rôle des communautés de foi dans la réponse aux cris de la terre et aux cris des pauvres. En particulier, les objectifs du webinaire sont, voyons si j'arrive à avancer ma présentation. Oui, nous arrivons à voir la diapositive suivante. Donc, j'étais en train de dire que l'objectif de ce webinaire est de sensibiliser au rôle des communautés de foi dans la réponse aux cris de la terre et aux cris des pauvres. Et les objectifs plus spécifiquement sont de faciliter la compréhension de la dynamique multilatérale comme moyen participatif d'aborder les problèmes mondiaux, de sensibiliser au rôle des communautés de foi dans les processus multilatéraux, de promouvoir la rencontre, le dialogue et la coopération entre les différentes communautés de foi et de remettre en question le modèle actuel de développement qui est la cause de la crise climatique et possiblement trouver donc un paradigme alternatif. Donc, la COP26 qui a eu lieu à Glasgow était une expérience très importante et beaucoup de gens se demandaient si elle a été un succès ou un échec. Si nous écoutons l'évaluation de la présidence de la COP26, nous constatons que l'objectif primordial de contenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels est toujours d'actualité, même si le pool est faible. Malgré cela, il y a eu quelques avancées sur lesquelles il est possible donc de s'appuyer sur ceci. Si nous supérons le changement climatique pourrait être dévastateur, comme sur les îles qui risquent de disparaître. Donc, il y a eu
quelques avancées sur lesquelles il est possible de s'appuyer pour accélérer la transition vers des émissions nettes de net zéro en temps voulu. Cette perspective se fonde sur donc un point de vue pragmatique. Donc l'émission nulle montre que l'équilibre, donc l'équation résulte en émission nette de zéro. Cela signifie qu'on peut donc travailler pour éviter les effets dévastateurs du changement climatique. Donc, cela signifie qu'il faut exploiter toutes les forces du marché, mobiliser les capitaux et s'appuyer sur les innovations technologiques pour trouver les solutions et les mettre à l'échelle pour qu'elles aient un impact. Donc, s'appuyer sur toutes ces innovations pour trouver des solutions. Cependant, il existe également un autre récit, à savoir que le système même qui a provoqué la crise climatique ne peut pas être une solution au problème. Et ceci parce que le système présuppose une croissance sans fin pour se maintenir. Les innovations technologiques, dès lors qu'il existe un environnement favorable et qu'elles deviennent commercialement viables, suscitent l'enthousiasme car elles promettent de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités commerciales, par exemple dans le domaine de l'énergie verte. Cependant, les mouvements de la société civile et les peuples indigènes estiment qu'il s'agit de fausses solutions qui ne font que déplacer le problème ailleurs au lieu de le résoudre. Ils appellent donc à une perspective plus holistique pour pouvoir répondre aux cris de la terre et une perspective donc plus holistique qui est fondée sur les droits de l'homme et les écosystèmes. La société civile est consciente que nous ne résoudrons pas la crise climatique si nous n'adoptons pas un modèle ou un paradigme de développement différent. C'est le message que les peuples autochtones, les organisations de jeunes et de femmes, les organisations environnementales et les organisations confessionnelles, entre autres, partagent et promeuvent dans leur travail de plaidoyer. Donc aujourd'hui, le programme est divisé en deux parties. Actuellement, nous nous trouvons dans la première partie, dans l'avant-midi. Nous allons avoir une présentation sur le multilatéralisme dans le dialogue par l'ambassadeur Chris Trott. Il va donc exposer les fonctions du multilatéralisme et ses défis en relation avec la crise climatique dans le monde. Ceci pour que nous puissions nous familiariser avec la dynamique du dialogue et de négociation des processus multilatéraux, car c'est dans ce contexte que nous devons situer la contribution des communautés de foi. La dynamique de la participation à la COP est fondée sur le multilatéralisme
quand les partis, l'État, les gouvernements qui donc signent et participent aux conventions internationales, mais aussi les organisations de société civile qui sont des observateurs durant la COP. Et ils sont tous appelés à opérer par le biais de groupements pour des raisons évidentes, le temps, l'élaboration de positions communes, euh, la praticabilité des négociations. L'objectif global est de parvenir à un consensus, ce qui n'est pas une tâche facile compte tenu des différents intérêts en jeu et de la radicalité des changements nécessaires pour contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Nous aimerions comprendre quelle dynamique de dialogue est en jeu, à la fois au niveau des groupements, ces circonscriptions et entre les différentes circonscriptions. Par exemple, quels sont les principaux mécanismes de dialogue? Quelle préparation est nécessaire? Comment se déroulent les négociations? Comment le consensus est-il atteint? Y a-t-il de l'espoir dans ce processus de dialogue et pourquoi? La première partie de ce webinaire donc était aussi conçue pour donner la parole à un leader, une responsable des peuples autochtones pour qu'elle articule sa vision d'un paradigme de développement alternatif avec Joenia Wapiksana, qui est la première avocate indigène du Brésil et membre du peuple. Donc, elle était la première à plaider devant la Cour suprême du Brésil. Elle est l'actuelle présidente de la Commission nationale pour la défense des droits des peuples indigènes. Elle a été élue députée fédérale de l'État de Roraima en 2018 dans les élections générales. Elle est la première femme indigène élue à la Chambre des députés. Parmi les diverses reconnaissances et récompenses, elle a reçu le prix donc, de l'Ordre de Mérito Cultural par le gouvernement brésilien en 2010. En 2018, elle a reçu le prix des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. Malheureusement, Madame Wapiksana ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Hier, donc, l'organisation, donc l'association qui regroupe les délégations de plusieurs régions du pays, a commencé hier au Brésil. Et en ce moment, la tension est supérieure. Il s'agit des défis des peuples autochtones. Donc, le thème du travail aujourd'hui, c'est de regagner le Brésil, définir les territoires. Il s'agit de la 18e édition de ce camp. Comme vous voyez, le contexte historique et politique du Brésil est un contexte de tension majeure puisqu'il s'agit vraiment d'une offense publique contre les peuples indigènes autochtones, particulièrement par rapport aussi aux dettes. Alors,
Dans les agendas des travaux, il y a eu donc une publication d'un article qui qui est promu comme une priorité par le gouvernement de Bolsonaro. Et selon cet article, les territoires et les terrains des peuples autochtones peuvent être exploités pour les travaux minières. Du coup, il s'agit d'un grand moment de difficulté au Brésil entre les communautés, les peuples indigènes et le gouvernement. Du coup, Madame Wapixana ne pourra pas assister aujourd'hui. Nous allons avoir donc ce matin plus de temps pour dialoguer et converser avec l'ambassadeur Christroth. Après, dans l'après-midi, dans la deuxième partie, nous allons donc nous concentrer sur la réponse des communautés donc de foi à la crise climatique. La première présentation portera sur les dialogues de Talanoa. Le concept de dialogue a été introduit dans les négociations internationales lors de la 23e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, COP23, qui s'est tenue en 2017 et qui représentait pour la première fois dans le cadre des conventions des Nations Unies sur des changements climatiques, que les gouvernements nationaux rencontraient des parties prenantes dans un cadre qui n'est pas officiel. Là, particulièrement, la présentation portera sur l'implication des traditions religieuses, donc de croyances dans le processus. La deuxième contribution partagera l'expérience concrète d'une congrégation religieuse en matière de sensibilisation à l'écologie et de promotion de la conversion et de la transformation écologique. Donc, j'ai l'honneur maintenant d'introduire l'ambassadeur Chris Trott. Je vais partager à nouveau mon écran. Donc, en mode présentation, un instant. Donc, l'ambassadeur Chris Trott est devenu l'ambassadeur du Royaume-Uni auprès du Saint-Siège en septembre 2021. Il est diplomate britannique depuis 1991. Ses fonctions les plus récentes se sont concentrées sur les Soudans, d'abord en tant que représentant spécial pour le Soudan et le Soudan du Sud d'août 2016 à mars 2019. Puis en tant qu'ambassadeur britannique, donc en République du Soudan du Sud, de mai 2019 à la fin de 2020. Il a travaillé en Birmanie, au Japon, en Afghanistan, dans le Pacifique Sud et en Afrique occidentale et australe. En 2007, il a été nommé ambassadeur de Sa Majesté au Sénégal, accrédité également en Guinée-Bissau, au Cap-Vert et au Mali. En 2011, il a été nommé consul général au Cap en Afrique du Sud, puis a effectué un bref séjour en tant que haut-commissaire auprès des îles Salomon, du Vanuatu et de Nauru. Parmi les différents postes qu'il a occupés au Foreign Commonwealth, il a travaillé en tant que chef adjoint du département des droits de l'homme
et en tant qu'adjointe d'une unité nouvellement créée au sein du département pour le développement international conçu pour la stabilisation post-conflit. L'ambassadeur Trott a également participé au processus de la COP et il va nous aider à comprendre le multilatéralisme dans le dialogue, son fonctionnement et ses défis pour la crise climatique et la paix dans le monde. Merci pour votre disponibilité et merci d'être avec nous. À vous la parole. Vous avez besoin d'activer votre micro. Merci bien. J'espère que tout le monde arrive à m'entendre. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très reconnaissant de cette aimable présentation et de l'honneur que vous m'avez accordé en m'invitant à prendre la parole aujourd'hui. Le sujet de la conversation aujourd'hui est extrêmement important pour moi personnellement. Il est au cœur de ma décision de poser ma candidature au poste d'ambassadeur britannique auprès du Saint-Siège, étant donné mon expérience antérieure et l'importance que j'attache aux solutions multilatérales aux problèmes mondiaux. C'est pourquoi je trouve l'invasion russe de l'Ukraine et la dévastation qui est infligée à toute une nation par le caprice d'un seul homme si odieuse. Tout comme je trouve inacceptable le conflit au Soudan du Sud, dont on pourrait dire qu'une petite poignée d'hommes, et ce sont tous ces hommes, est responsable de la destruction de la vie et de l'avenir des personnes qu'ils prétendent gouverner. Nous pourrons revenir sur les parallèles dans une minute, mais je voulais juste m'arrêter un instant et penser aux victimes des conflits au XXIe siècle, où qu'elles se trouvent, surtout en cette période où le carême chevauche le ramadan et où deux des grandes religions du monde encouragent leurs croyants à réfléchir à la manière dont ils mènent leur vie, qu'ils puissent tous vivre en paix. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le rôle des religions, des foi, dans la lutte contre l'une des plus grandes menaces que certains qualifieraient d'existentielle à laquelle l'humanité a été confrontée au cours de son histoire sur cette planète. Le changement climatique nous affecte déjà tous, partout dans le monde. Pour certains, pour l'instant, les conséquences sont simplement irritantes, mais pour d'autres, l'impact est déjà dévastateur. Dans mon expérience, j'ai vu que vous soyez un habitant des îles Salomon dont les terres ancestrales ont été englouties par la mer, ou un éleveur de bétail, Paul du Sahel, dont les pâturages s'achèvent et qui se retrouve donc en conflit, souvent violent, avec ses voisins, à la recherche de nouveaux pâturages. Vos vies sont déjà en train de changer de manière irrémédiable, conséquence directe du fait que nous prenons pour acquis notre maison commune. Si vous me pardonnez cette généralisation, les leçons des premiers millénaires de l'histoire de l'humanité enseignent une chose par-dessus tout, que la tradition a fini par avoir raison. Que vous soyez babylonien à l'époque de Nabuchodonosor, perse à l'époque de Cyrus, grec à l'époque d'Alexandre, romain à l'époque d'Auguste, ou plus récemment français au plus fort des guerres napoléoniennes ou peut-être britanniques sous le règne de la reine Victoria, vous avez considéré que la solution aux problèmes internationaux passait par le canon d'un fusil ou tout autre équivalent chaldéen. Ce n'est vraiment qu'au début du XXe siècle que le système international a commencé à chercher des meilleurs moyens de résoudre les crises. D'abord avec la société, donc d'abord avec les Nations Unies et par la suite, donc
à la fin de la Première Guerre mondiale, puis après un échec avec les Nations unies dans les années 40. Un consensus s'est dégagé autour de l'idée d'un dialogue impliquant de nombreux acteurs et de gouvernements traités sur un pied d'égalité, qui soit grand ou petit. Et il s'agit d'un meilleur moyen de régler les désaccords traditionnels. D'abord sur les territoires ou les frontières, puis progressivement sur l'éventail beaucoup plus large de défis auxquels nous sommes confrontés en tant que communauté mondiale et qui ne peuvent être relevés qu'en ayant un but commun, avec des objectifs convenus et avec des solutions qui exigent d'agir en partenariat plutôt qu'en concurrence. Pour beaucoup, cette évolution semblait inévitable. Et peut-être, avec un peu de recul, nous étions peut-être tous un peu naïfs, comme lorsqu'après la chute du mur de Berlin, Francis Fukuyama a parlé de la fin de l'histoire. Poutine nous a montré qu'un autocrate peut encore décider unilatéralement d'ignorer les normes de comportement acceptées pour tenter de changer les faits sur le terrain par la force brute. Et nous sommes tous conscients que d'autres dirigeants suivront volontiers son exemple s'il réussit. D'où la conviction dans de nombreuses capitales, y compris la mienne, qu'il s'agit d'un conflit aux conséquences mondiales pour un système fondé sur les règles et la coopération entre les États, par opposition à un autre fondé sur la puissance et la taille. Ce système de règles s'est progressivement développé pour nous permettre d'aborder les conflits dans un contexte régional ou mondial afin d'essayer de trouver des accords durables et de permettre aux personnes impliquées, y compris et surtout les victimes, de profiter des fruits de la paix. J'ai été impliquée dans l'un de ces processus dans le cadre de mon dernier emploi. En tant qu'envoyée pour les Soudanais, j'étais directement engagée avec les différents acteurs, tant les gouvernements que ceux considérés comme des rebelles, pour tenter de mettre fin à des guerres civiles de longue date dans les deux pays. Mon rôle était toutefois un rôle de soutien. Dans les deux cas, les processus eux-mêmes étaient dirigés par la région. Pour le Soudan, l'Union africaine. Pour le Sud-Soudan, c'était IGAD, l'organisme régional d'Afrique de l'Est, dont le siège est à Djibouti. Dans les deux cas, nous avons demandé aux médiateurs de veiller à ce que les gens ordinaires, les groupes d'entreprises, de femmes, de représentants de la foi, des jeunes, des médias, aient une voix active dans les négociations et le pouvoir de demander des comptes à leurs dirigeants une fois les accords signés. Au cours de ma participation au processus, je me suis rendu compte que ces négociations politiques ne vont pas assez loin. Elles témoignent de l'ambition ou peut-être de l'avidité personnelle de certains dirigeants dans leur façon de parler du partage du pouvoir, qui, cyniquement, peut être considéré comme le partage du butin de guerre. Mais j'ai eu beau argumenter avec les médiateurs, à aucun moment ils n'ont insisté sur l'importance du partage des responsabilités. Il s'agit de répondre aux besoins de la population, quel que soit le portefeuille attribué à un chef de guerre particulier, qu'il s'agisse de la santé ou de l'éducation, de la défense ou de la police, du pétrole ou des mines. Et l'idée que des gens qui ont cherché à se détruire mutuellement sur le champ de bataille dans le cas du Sud-Soudan depuis plus de 30 ans puissent réellement coopérer pour gouverner le pays me semblait fantaisiste. Les accords de paix sont régulièrement signés, mais rarement mis en œuvre.
Les accords de paix sont régulièrement signés, mais rarement mis en œuvre, ce qui fait généralement défaut. C'est le sens de la réconciliation qui est certainement fondamental pour dépasser le conflit. Si les diplomates et les médiateurs peuvent parler à la tête et aux poches des dirigeants en guerre, qui peut parler à leur cœur pour les persuader de mettre de côté des années de douleur et d'angoisse, pouvant aller jusqu'à la mort d'être chers afin de travailler pour le bien commun? La réponse devrait être évidente pour tous, particulièrement l'audience aujourd'hui, mais elle n'a pas été souvent défendue à mon avis. Si l'on reconnaît l'importance de la foi dans la vie de 80% de la population mondiale, il n'est sûrement pas difficile d'envisager que les dirigeants religieux jouent ce rôle crucial. Et c'est ce que nous avons vu se produire depuis que l'accord de paix du Soudan du Sud a été signé en septembre 2018. Le pape François a convoqué les dirigeants des différentes fractions à Rome en avril 2019, ainsi que l'archevêque de Canterbury et le modérateur de l'Église d'Écosse, représentant les trois plus grandes dénominations du pays, du Soudan, pour leur rappeler leurs responsabilités et les aider à surmonter leurs suspicions ou peut-être leur dégoût pour le bien de leur pays. Dans un acte d'humilité étonnant, le Saint-Père s'est mis à genoux et leur a embrassé les pieds dans son appel à la paix. Bien que l'accord ne soit toujours pas mis en œuvre comme nous l'aurions souhaité, les trois mêmes dirigeants chrétiens ont annoncé qu'ils se rendraient ensemble à Juba en juillet de cette année pour une réunion de suivi au cours de laquelle ils espèrent que les dirigeants du pays s'engageront à nouveau en faveur du bien commun, tout comme mes successeurs en tant qu'envoyés ou ambassadeurs travaillent sur les mêmes questions dans le cadre du processus politique. Certainement, cette double approche, donc au cœur et aux mentalités, n'a-t-elle pas un sens même au XXIe siècle? Il en va du climat comme des conflits. Les discussions multilatérales sur les questions thématiques ou les défis communs ont commencé par des tentatives pour convenir des règles de conflit il y a plus de 100 ans. Les conventions de Genève et de La Haye ont montré une volonté d'accepter des normes communes de comportement, même en temps de guerre. C'est pourquoi la guerre donc est choquante en Ukraine, où dans les dernières 48 heures, ces conventions ont été violées. Donc, fondées en principe sur la valeur de la dignité humaine, de là, l'idée a naturellement découlé que depuis longtemps, défendue par des différentes confessions, que nous, les humains, méritons tous le même degré de respect, quel que soit notre sexe et notre lieu de résidence. C'est ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée en 1948. Elle a été progressivement élaborée depuis. Au fil de temps, cette idée de la dignité humaine a conduit à une compréhension commune de l'importance de l'égalité des chances. Tous les gens méritent une éducation,
la possibilité de se développer et de subvenir aux besoins de leurs enfants, quelle que soit la tendance politique de leur gouvernement. C'est de là que les objectifs du millénaire pour le développement sont nés, puis les objectifs de développement durable qui visent à éliminer la pauvreté et la faim et à garantir l'accès à la santé, à l'éducation et à des moyens de subsistance durables. Des problèmes qui, de par leur nature même, ne pouvaient être résolus par des États agissant individuellement, mais nécessitaient plutôt un effort collectif avec des priorités et des actions convenues. Parallèlement, à partir des années 90, les scientifiques, puis les hommes politiques, ont commencé à comprendre que nous étions en train de modifier le climat mondial d'une manière qui changerait fondamentalement la planète et qui risquait de devenir irréversible si nous n'acceptions pas d'adapter notre comportement et d'agir de manière plus responsable. Dans le cadre d'autres forums des Nations Unies, 154 pays se sont réunis à Rio pour le sommet de la Terre en juin 92 afin de négocier puis d'adopter la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. En vertu de cette convention, nous nous sommes engagés collectivement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de carbone afin de protéger le système climatique mondial. Après la signature de cette convention, il a été convenu qu'une fois par an, à partir de 1995, les États partis à la convention se réuniraient pour convenir de la mise en œuvre, et évaluer les progrès. Cette réunion était connue sous le nom de conférence des parties, la COP en abrégé. Voilà, donc ces réunions ont été connues sous le nom de conférence des parties, la COP. Et depuis lors, il y en a eu 26, certaines visant à convenir de programmes de mise en œuvre ambitieux comme à Kyoto et à Paris, d'autres visant simplement à tenir les pays responsables de leurs engagements antérieurs. La réunion de Glasgow, dont je viens de mentionner, était la dernière. Être à l'intérieur d'un de ces processus, c'est comme jouer à un jeu de cartes multidimensionnel. Chaque nation a un ensemble d'objectifs qu'elle est prête à atteindre, ainsi que des intérêts qu'elle essaie de protéger. Le montant que chacune d'entre elles est prête à mettre de côté pour ce que l'on pourrait appeler le bien commun est souvent la question clé pour déterminer le niveau d'ambition à chaque étape du processus. Ensuite, le degré de réussite de la mise en œuvre dépend de la capacité des politiciens à persuader leurs électeurs d'accepter ce qui a été convenu. Là encore, comme dans le cas de la mise en œuvre des accords de paix, il est question de cœur et d'esprit. Dans ce contexte, à l'approche de la COP de Paris en 2015, le pape François a publié Laudato Si, d'où la prière a été inspirée, la prière de ce matin, au début de cette rencontre. Donc, le pape François a publié Laudato Si, rappelant aux personnes réunies pour les négociations leur responsabilité pour la planète et pour les générations futures, indépendamment de leur intérêt politique à court terme.
C'est ce qui a inspiré le Royaume-Uni en tant que président de la COP26 à travailler avec le Vatican et l'ambassade d'Italie auprès du Saint-Siège pour impliquer les leaders religieux dans la préparation de la réunion de l'année dernière. En tant que président, vous avez la responsabilité particulière de définir l'ambition de la réunion et une stratégie pour la réaliser, indépendamment de vos propres intérêts nationaux, peut-être plus étroits. Donc, mon prédécesseur, en tant qu'ambassadeur auprès du Saint-Siège, a ouvert le bal en organisant pendant 8 mois des réunions en ligne auxquelles ont participé des scientifiques et des représentants de la foi afin de discuter du problème et de formuler des propositions à soumettre à Glasgow. À la fin de ces réunions, les chefs religieux se sont mis d'accord sur un appel qu'ils ont tous signé au Vatican le 4 octobre et que le pape François a ensuite remis au président désigné de la COP, l'ancien ministre britannique Alok Sharma. Un appel au cœur des dirigeants politiques et s'engager à vendre les compromis nécessaires à leur congrégation en faisant à nouveau appel à leur cœur pour suppléer à la persuasion de leur gouvernement. Parce que le succès exigera de nous tous que nous adaptions nos modes de vie pour le bien de nos enfants. Un sacrifice qui devrait nous sembler naturel, mais seulement si nous sommes convaincus dans nos cœurs qu'il est nécessaire ou qu'il en vaut la peine. Ma thèse aujourd'hui a porté sur l'importance cruciale dans le monde moderne du système multilatéral fondé sur des règles et sur le fait que la foi et les dirigeants de la foi ont un rôle central à jouer pour assurer son succès. Et j'ai abordé le défi actuel que Poutine lance à ce système. Il espérait qu'après avoir avalé des parties de la Géorgie en 2008 et de la Crimée en 2014, une nouvelle expansion en Ukraine serait acceptée sans protestation par la communauté internationale. Mais le système a jusqu'à présent relevé le défi grâce à l'extraordinaire bravoure du peuple ukrainien. Il faudra mettre un terme à ce conflit, de préférence le plus tôt possible, dans le cadre de ce système multilatéral. Il faudra veiller à ce que l'agresseur ne soit pas récompensé pour ses crimes et à ce que la douleur et la souffrance des victimes soient reconnues, ainsi que leurs aspirations pour l'avenir du pays qu'elles sont si déterminées à protéger. Mais nous devrons également reconnaître la façon dont le peuple russe a été trompé par ses dirigeants alors que nous cherchons à le réconcilier avec ses cousins ukrainiens. Tout comme malheureusement, certaines parties de l'establishment religieux se sont laissées instrumentaliser au nom de la guerre. Les leaders de la foi ont certainement un rôle essentiel à jouer dans la médiation et la reconstruction de la paix. C'est pourquoi nous saluons l'offre du pape de réunir les deux parties et de soutenir un processus de paix. Un processus qui permette enfin à l'Ukraine et à la Russie de coexister côte à côte en tant que nation indépendante et souveraine, en respectant le droit de chacun à choisir son propre avenir. Cette crise a menacé de renverser l'ordre dans le monde d'aujourd'hui. Mon espoir véhément est que sa résolution renforce le système de règles pour qu'aucun autre pays ou territoire ne se retrouve victime de la cupidité et de l'arrogance d'un voisin.
alors nous pourrons enfin parler de paix mondiale. Je voudrais conclure mon intervention par un remerciement et une demande. Un merci au Père Peter de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui et une demande qu'au cours de vos discussions aujourd'hui, vous réfléchissiez à la manière dont vous pouvez collectivement et individuellement, en tant que responsables respectifs de vos communautés de foi, travailler au mieux pour soutenir ce système mondial. Ce système n'est peut-être pas parfait, mais il nous donne la meilleure chance possible de protéger notre planète et nous-mêmes du mal que malheureusement, nous, les humains, sommes encore capables de nous faire les uns aux autres. Et comme le pape François le disait en rentrant de Malte hier. Je vous remercie de votre attention et je redonne la parole à Alberto. Merci, Votre Excellence. Ceci est vraiment utile. Vous nous avez invités à mettre le processus multilatéral en perspective, soit par rapport à la construction de paix dans le monde, mais aussi au changement climatique. Vous nous avez également aidé à comprendre l'importance d'avoir des règles qui peuvent nous aider à coopérer. Donc, au lieu d'avoir des conflits qui portent à la violence, je crois que vous nous avez aussi aidé à intercevoir la complexité de ce processus. Beaucoup d'entre nous se souviennent que durant la COP 26, les médias parlaient de la frustration des peuples qui attaquaient aussi les politiciens et les responsables qui ne font pas le nécessaire. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'un acte égoïste, mais plutôt de l'importance du rôle des politiciens. Les politiciens ont le rôle et la fonction de médier entre les intérêts des gouvernements et les intérêts des peuples. Donc, il s'agit d'un équilibre difficile à retrouver. Nous nous souvenons, par exemple, il y a quelques années du gouvernement français quand il a soulevé, donc quand il a voilà, donc quand le gouvernement français a placé des impôts sur l'émission de gaz. Donc, il s'agissait vraiment d'une crise intérieure importante. Donc, la complexité est là. Vous nous avez aidé à comprendre, à reconnaître combien le leadership est crucial dans ce processus. Et certainement, le rôle de la présidence de la COP, euh, donc, comme vous l'avez dit, la présidence de la COP a la responsabilité de mettre en place les stratégies pour réaliser les ambitions euh, pour le bien commun, donc à long terme. Nous savons combien ceci est difficile. J'avais la chance de me trouver à Glasgow et je dois dire que j'ai vraiment apprécié euh, cette expérience. On a vraiment besoin de beaucoup d'intégrité, de compétences, même d'un point de vue humain, puisque nous sommes en train de faire de notre mieux et il y a des attaques et des critiques de partout. C'est vraiment très difficile. Mais définitivement, le rôle du leadership est très important. Et comme vous l'avez aussi mis en relief, l'importance de la foi, des
croyances des groupes et de leurs responsables, précisément puisqu'on a besoin de la médiation euh, en vue des conflits qui se trouvent. Nous avons besoin de comprendre ce que l'humanité peut avoir comme commun, les conflits d'intérêts qui sont menés au nom d'intérêts majeurs. Donc, des intérêts parfois qui ne sont pas seulement nationaux, mais internationaux. Vous avez aussi parlé de la spiritualité, et puisque lorsque nous essayons de concevoir les choses d'un point de vue spirituel, d'un point de vue humain, nous réalisons que nous avons besoin de changer notre mode de vie, mais que ceci nous coûtera. Alors, nous nous demandons si nous sommes prêts à le faire. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être motivés par des valeurs, par une appartenance, un sens spirituel qui dépasse nos besoins, nos limites et qui nous aide à surmonter les défis d'aujourd'hui. Merci parce que vous nous avez aidés à voir comment la crise que nous témoignons aujourd'hui en Ukraine est un exemple. euh, Encore une fois, il s'agit d'une dynamique de mécanismes qui manifestent les défis que nous avons dans d'autres contextes, mais aussi dans d'autres crises, comme la crise climatique. C'est pourquoi nous avons besoin, comme vous l'avez dit, non seulement de, de travailler pour un accord climatique, mais il s'agit aussi de travailler à la mise en œuvre d'un processus de réconciliation, puisque nous sommes tous affectés par ce qui se passe dans les conflits de guerre. La solution n'est pas simple. Il s'agit d'un parcours de partage humain pour que nous puissions arriver à coexister les uns à côté des autres en respectant nos besoins respectifs et notre humanité que nous avons en commun. Donc, merci de tout cœur pour tout ce que vous avez partagé. Je crois que nous pourrions prendre quelques minutes pour que nous puissions donner un peu de pause à nos interprètes. Et comme ça, vous pouvez prendre aussi des questions, le temps pour écrire vos questions ou vos commentaires dans la fenêtre du chat. Comme je venais de le dire, nous n'avons pas malheureusement avec nous Joania cet avant-midi, mais nous avons parallèlement l'avantage de donner plus de temps à cette conversation. Donc, nous allons prendre quelques minutes. Veuillez écrire vos commentaires et vos questions dans la fenêtre du chat. Et je remercie l'ambassadeur Trott puisqu'il nous accorde encore plus de temps pour répondre à ces questions.
Thank you, Alberto. Thank you, Joseph. Thanks, good moderation. Thank you. Yes. Okay, so we had the 5 minutes. So, Bien, nous avons eu 5 minutes. Donc, nous avons les premières questions, comme vous pouvez voir dans la fenêtre du chat. Donc, la première question en langue française. Donc, il est vraiment... Où est-ce que nous pouvons nous informer concernant les règles du système multilatéral? C'est une très bonne question. Les personnes parlent des règles du système international régulièrement, mais je ne suis pas sûre que les règles sont structurées d'une manière accessible. Il s'agit plutôt des principes, les principes adoptés par les conseils de sécurité des Nations unies. Donc, donc les principes selon lesquels toutes les nations doivent être traitées également, comment la sécurité internationale doit être vécue suite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, aujourd'hui, ironiquement, la guerre, le conflit est mené par l'une des personnes qui y ont participé donc à l'établissement de cette convention, de ces principes. Je dirais de mettre sur Google, d'essayer de chercher ceci sur les moteurs de recherche. Donc, la deuxième question,
les entreprises multinationales sont sont présents dans les zones où les COP sont tenues. Quelle est votre perspective par rapport au pouvoir de leur influence dans ces temps? Donc, ça revient à la question qui a été soulevée au début de cette session. En tant que représentant d'un État, d'un gouvernement, je crois que l'économie est importante pour nous tous en termes d'assurer de l'emploi. Et je dirais que même si les systèmes actuels ne sont pas parfaits, mais je crois que nous avons des aspects dans le système comme il fonctionne aujourd'hui qui peuvent. Alors, les entreprises qui investissent, qui offrent des services ont un rôle crucial dans la réussite du processus que nous essayons de mettre en place pour changer la politique nationale par rapport à la combustion. Nous ne pouvons pas apporter un changement par des efforts individuels, mais plutôt collectifs. Donc, nous devons nous assurer que ces entreprises qui entrent dans notre processus, qu'elles rendent compte, qu'elles soient responsables de leur engagement. C'est pourquoi elles font partie prenante du travail qui est mené par les gouvernements dans le processus de protéger la terre. Merci, merci. Une autre question. Comment, selon votre expérience, la voix des chefs des confessions est perçue par la société civile et comment promouvoir cette voix? Je dirais qu'il est difficile de généraliser par rapport aux attitudes, aux comportements de la société civile par rapport aux responsables confessionnels des confessions, des fois des croyances. Mais je dirais, je répète ce que je venais de dire tout à l'heure, que 80% des personnes ont un sentiment religieux. Et c'est pourquoi il vient normal que les personnes qui fêtent le vendredi ou bien le dimanche, etc., qu'ils ont tous également le droit de dire comment ils veulent vivre leur vie sur cette planète. Donc, je me sentirais pas en embarras à promouvoir ces voix. Donc, les voix des chefs religieux sont importantes puisqu'elles représentent les personnes qui font partie d'une certaine confession. Je crois que ce qui est important, c'est d'assurer que l'engagement des chefs religieux n'est pas biaisé. Et si nous voulons voir l'engagement au niveau à l'échelle internationale, nous voyons combien on donne aussi de l'importance à la voix des femmes dans les négociations. Il y a 50 ans, les personnes qui négociaient la paix étaient des hommes. Nous avons eu besoin de tout ce temps pour voir les femmes à table, mais avoir les femmes à table est important lorsque celles-ci ont vraiment une voix et une puissance pour discuter. Je me
souviens, il y a 2 semaines, j'ai vu les discussions entre l'Ukraine et la Russie, les négociations qui ont eu lieu sur les frontières, et il n'y avait pas une seule femme. Donc, il s'agit d'élargir le processus de négociation et d'autonomiser les personnes de plusieurs contextes de participer à ce processus et d'assurer que les personnes qui sont à table peuvent donc faire arriver leur voix, peuvent négocier et sont respectées. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais pardonnez-moi si je n'ai pas abordé tout de suite l'essence de la question. Nous avons d'autres commentaires et une autre question. Il y a un commentaire de Céline qui parle de l'avidité des entreprises et de la domination des pays occidentaux constitue vraiment donc 2 obstacles importants. Il y a une autre question par rapport au commentaire que vous avez fait sur la Russie. Il est vraiment donc on est vraiment déçu de l'attitude, donc du comportement du leader de l'Église orthodoxe qui est avec le système, le régime russe. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un appel pour fortifier les efforts écuméniques? Selon votre expérience, est-ce qu'il y a quelque chose que l'Église catholique peut faire à cet égard? Selon mon expérience, le fait que les chefs religieux peuvent être influencés et influencés a toujours eu lieu. Par rapport au rôle de l'Église catholique, je dirais oui, le pape François, l'engagement du pape François dans le dialogue avec l'Église orthodoxe a été toujours une affaire délicate, critique, importante dans les efforts écuméniques. Nous voyons également dans le conflit du Soudan, donc entre les politiciens et les populations, certains groupes dans le sud du Soudan. Donc, la religion, là aussi, a son rôle dans les conflits et nous pourrions voir donc là que les puissances religieuses des différents groupes qui sont en conflit ont pu jouer un rôle important dans les négociations. Peut-être le patriarche qui se trouve à Moscou est avec le régime russe, mais il y a aussi le rôle des chefs religieux orthodoxes au sein de l'Ukraine qui peut aussi avoir un effet, une importance. Voilà. Je vois un commentaire de Eric Grappet qui va donner une présentation dans l'après-midi du Conseil international des églises et qui explique, juste pour la clarification, c'est seulement les Russes, les orthodoxes russes qui sont alliés du président russe. Il y a d'autres orthodoxes qui sont contre la guerre, même en Russie. Voilà, je demande pardon si je n'étais pas précis dans mon discours. Oui, j'étais en train de parler de la représentance orthodoxe russe.
Dans ton discours, tu as parlé de l'importance, donc en parlant de votre expérience faith-based groups dans le Soudan. accountable because Donc, vous avez appelé les différents groupes religieux à demander le rendre compte de la part du gouvernement. Donc, il s'agit vraiment de la responsabilité des citoyens à demander le rendre compte à leurs politiciens, gouvernements pour leur défense. Donc, comment nous pouvons, en tant que citoyens, vraiment responsabiliser nos gouvernements, les tenir pour responsables? Je dirais que nous sommes arrivés à persuader les organisations à inclure les organisations donc internationales, à inclure les jeunes, les femmes, à participer aux négociations, à commenter, et à la fin de la négociation, donc les jeunes et les femmes étaient invités à signer cet accord en tant que participants. Donc, la structure que nous avons créée pour mettre en œuvre ces accords incluait des représentants de la société civile à tous les niveaux. Et l'idée était que les différents comités sur la sécurité, sur l'emploi, sur les affaires, sur la Constitution, donc, dans tous ces comités, il y a un rôle important pour les non-militaires ou bien les personnes non armées. Dans l'expérience du Sud-Soudan, si on négocie seulement avec les personnes armées, nous allons avoir dans le futur plus de personnes qui vont être armées pour discuter de la sécurité. Donc, en principe, le système est efficace, mais les politiciens au Sud-Soudan qui tiennent ces accords jouent le rôle majeur puisqu'ils rendent is absolutely critical in trying to redress that balance is to ensure that in the peace agreement also is included a sort of recognition of the role that the media have to play in talking about the implementation of the peace agreement and sort of empowering citizens through their work to hold the leaders accountable. And this also is something that sadly in the context of South Sudan, the political leaders have sought to weaken the media's ability to hold them accountable. And it's difficult to respond to those pressures when they become sort of security focused. But civil society and the media, in a successful peace agreement, I would argue, have a really critical role to play. That's very, very interesting. And it's really an innovation, I would say, and the importance of somehow changing the perspective by having a more inclusive process. And that's also tells us that it is possible to look at the solution, of such difficult process from a different angle. When we reach a standstill, we need some element
bring in elements that Bien, help désolé, j'avais perdu la connexion. and find Bien, donc aider à débloquer le processus et de trouver de nouveaux moyens. Nous avons une autre question encore Father Joseph. de la part de frère Joseph qui dit qu'il y a un sentiment dans certaines sections que le monde occidental a mis de l'attention à la guerre, à la situation Ukraine-Russie, puisqu'elle se passe dans l'hémisphère nord. Je dirais, nous sommes en train de voir un peu un conflit. Bien, je dirais qu'il est plus probable, bien sûr, de regarder un conflit qu'on peut retrouver dans notre jardin au lieu de dans l'autre bout du monde. Je suis désolée pour ceci. Je crois que mon gouvernement est en train encore de travailler pour négocier et construire des situations de paix, résoudre des conflits. Je crois que ce qui me préoccupe particulièrement par rapport à ce conflit, c'est son impact global et l'impact significatif qu'il peut avoir, particulièrement de la part de l'Ukraine, du manque d'alimentation. Je crois que pour nous, il est essentiel de traiter ces questions, ces problèmes, comme dans des lieux comme dans le Yémen, dans le Sud-Soudan. Donc, ceci n'est pas seulement en Ukraine, mais aussi dans d'autres pays, d'autres zones de conflit. Il y a vraiment des crises alimentaires créées par les hommes. Mais je pourrais dire qu'il pourrait y avoir des ramifications au-delà de l'Europe. Et je reviens à dire que cet exemple de conflit est un conflit historique où des voisins vraiment est en train, ou un voisin est en train de violer le jardin de notre voisin. Et je me demande et je me soucie pour le fait que non seulement en Europe, les chefs des gouvernements sont en train de regarder le jardin du voisin et que ceci sera seulement en Europe. Je dirais que le système des règles développé dans le XXe siècle semble échouer, particulièrement dans la protection d'un État par rapport à un autre, selon sa dimension et sa puissance, et sa place dans le Conseil de sécurité international. Donc, pour moi, le rôle de ce conflit et les conséquences peuvent avoir des ramifications à long terme. C'est pourquoi il est très important de le traiter. Et je crois que vous pouvez beaucoup penser à des situations similaires, des voisins qui regardent le jardin de l'autre. L'importance du dialogue dans ce processus est primordiale. Bien sûr, le dialogue pour la paix est en question tous les jours, mais si nous revenons au processus de la COP, qu'est-ce que vous espérez dans ce dialogue? Nous avons conclu la COP 26
en termes différents. Il y avait vraiment du progrès qui a été attribué aux travaux, mais nous sommes encore loin d'où nous devons être. Donc, nous avons encore beaucoup de progrès à réaliser dans ce processus. Comment, personnellement, vous trouvez de l'espoir, particulièrement dans ces conférences? Je crois que nous devons reconnaître, que nous reconnaissons toujours que la COP 26 n'aurait jamais été une opportunité unique pour définir les travaux de beaucoup de pays qui agissent en termes de convention. Il s'agissait d'un moment historique, mais ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'à la fin de la COP 26, il y a eu presque un accord sur le monde. Donc, il y a eu un accord pour la réduction potentielle de l'utilisation donc et nous avons ceci n'est jamais arrivé dans le passé, donc nous avons eu vraiment des consensus entre plusieurs pays, mais il y avait d'autres pays qui interrompaient le dynamique de ces processus. Mais il y avait aussi le sentiment, l'expression d'une horreur à l'échelle internationale. Je dirais qu'il serait toujours plus difficile aux pays de répondre de manière unilatérale lorsque ces pays cherchent des consensus globaux pour apporter un changement, un vrai changement au climat et aux initiatives. Je crois qu'il s'agit d'un binôme positif-négatif. Une autre source d'encouragement, je dirais que nous sommes en train d'essayer de mener des conversations avec plusieurs représentants. Donc, nous avons parlé de la déforestation, de l'agriculture, et les regroupements religieux ont joué un rôle important dans ces questions. Et ceci nous a aidés donc à parler de quelque chose de concret si nous arrivons à trouver un consensus majeur. Je dirais que je suis optimiste et j'espère vraiment que la gentillesse humaine est à l'éveil face à la crise climatique et je crois que l'appel du pape François et l'engagement des chefs religieux est important ici. Bien sûr, la COP ne porte pas des solutions finales, mais un travail qui, à long terme, aura ses conséquences. Et je suis sûre que les politiciens seront toujours plus à l'écoute lorsque les groupements confessionnels seront plus impliqués dans cet engagement. Je crois que les politiciens seront toujours plus à l'écoute des regroupements, de ce qu'ils veulent dire. Techniquement, c'est plus important. Nous avons besoin d'apprécier combien nous avons besoin d'avoir vraiment beaucoup de foi contre toute attente, de vivre dans le dialogue, de travailler pour notre humanité. Je crois que notre tâche en tant que religieux
et d'évoquer cette humanité dans les gens, puisque ceci apportera le changement. Et c'est pourquoi il ne s'agit pas seulement du contexte climatique, mais aussi du contexte des conflits. Donc, évoquer l'humanité commune. Je crois, comme vous l'avez dit, tout est interconnecté, comme aussi il est souligné dans l'encyclique Laudato Si, le pape François nous dit que nous n'avons pas une crise climatique d'une part et une crise sociale d'autre part, mais il s'agit de deux aspects de la même crise, qui est une crise humanitaire. Si nous perdons notre humanité, nous n'avons plus de futur. Et c'est un appel qui adresse à nous, que nous avons. Et nous allons avoir nous-mêmes les défis pour être des acteurs dans ceci. Nous avons un dernier commentaire de Céline. Elle dit qu'elle est en accord avec l'impact sur le changement climatique. Elle a dit, nous avons eu en mars le plus chaud, la température est arrivée à 105 Fahrenheit en Inde et nous attendons encore une augmentation en mai. Donc, nous faisons l'expérience de ce changement. Voilà, et nous pourrions travailler pour ceci en entrant en contact avec notre humanité profonde. Merci, c'était un honneur. Nous sommes très reconnaissants de votre présence et nous espérons qu'il s'agit d'un début d'une amitié et entre nous pour partager plusieurs initiatives. Merci ensemble. Merci encore une fois de cette opportunité. Merci. Donc, pour ceux qui sont arrivés au milieu, donc nous avons dit que malheureusement, notre oratrice, Joenia Wapichana, ne peut pas être avec nous ce matin. Nous nous sommes excusés pour son absence. À ce point, nous pourrions prendre la pause. Je vous rappelle que nous allons reprendre à 14h30 cet après-midi, horaire de Rome. Nous allons avoir la présentation du révérend Henrik du Conseil international des Églises. Nous allons élaborer sur les organisations donc confessionnelles, sur le dialogue des Talanao, et nous allons avoir par la suite Anne, sœur, Anna Damas et sœur Marie John, qui vont parler du rôle prophétique des congrégations religieuses, catalyseurs dans l'espace liminal. Une rencontre très intéressante, un partage que nous allons continuer aujourd'hui. Je vous remercie tous de votre participation. Veuillez vous connecter quelques minutes avant 14h30 horaire de Rome pour que nous puissions commencer à temps. Merci beaucoup, merci et à plus tard. Merci.